Mais cette deuxième table ronde, François Lopé vous l'a dit tout à l'heure, cette deuxième table ronde sera consacrée plus particulièrement aux paris, à l'évolution des paris sur les courses hippiques et les accords qui peuvent être passés entre différents pays sur la commercialisation des courses. François, je te laisse la parole. Merci. Donc nous allons passer au deuxième thème de cette matinée pour faire le point sur les grands pays en termes de paris mutuels dans le monde. Et nous allons commencer par le plus important d'entre eux en ce qui concerne effectivement le monde, à savoir la France, avec le témoignage de Philippe Germont, président directeur général du PMU, qui va nous présenter à la fois la situation actuelle de son entreprise de Paris, avec une diversification qui a été faite en 2010 de l'opérateur de Paris, et avec surtout les perspectives et les objectifs et les ambitions que se donne le PMU à horizon 2020, puisque le but de notre réflexion, c'est de ne pas simplement faire l'état des lieux et faire un point de la situation, mais c'est de voir comment se projeter dans un avenir à moyen terme. À vous, Philippe. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir invités. Je vais essayer de faire une présentation assez rapide, effectivement, de l'état des lieux du PMU tel que nous sommes aujourd'hui, mais effectivement, parler aussi du futur du PMU, puisque nous avons mené, en collaboration avec la filière hippique, avec le trot et le galop, une réflexion sur le futur du PMU dans les années qui viennent. Alors, vous l'avez dit, François, on est le numéro 1 européen des paris, mais finalement, on a le même modèle que beaucoup d'entre vous, et c'est ce modèle vertueux du pari mutuel en association avec la filière hippique pour financer la filière hippique qui nous anime. On est numéro 2 mondial derrière les Japonais, et je le dis bien, la mission du PMU, et c'est une mission historique, et c'est la mission du futur du PMU, c'est bien évidemment de financer la filière hippique française, puisque c'est ce modèle vertueux du financement par l'activité de jeu en grande partie de la filière hippique. Alors, quelques chiffres pour le PMU. Les enjeux l'année dernière ont été au total de 10,5 milliards d'euros. Alors, ce slide va passer en petites étapes, donc on va le passer directement. De 10 milliards et demi d'euros. Dans les 10 milliards et demi d'euros, il y a un peu moins de 10 milliards de paris hippiques, puisque le PMU, depuis 2010, s'est diversifié dans les paris sportifs et dans le poker, puisque nous avons perdu notre monopole des paris hippiques sur Internet, mais en même temps, nous avons gagné la possibilité de nous lancer dans les paris sportifs et dans le poker. Nous sommes dorénavant numéro 2 des paris sportifs en France sur Internet et numéro 3 dans le poker. Ce que je peux aussi dire, c'est que la diversification dans les paris sportifs et dans le poker nous a permis de gagner une nouvelle clientèle plus jeune et d'en migrer une partie de cette nouvelle clientèle vers les paris hippiques, donc d'avoir à la fois une fidélisation de nos clients historiques, mais aussi une conquête de nouveaux clients. On a au total 6,5 millions de clients, c'est-à-dire que nous estimons qu'il y a 6,5 millions de Français qui, au moins une fois par an, placent un pari hippique. On a en revanche, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard, une baisse du taux de pénétration du pari hippique en France, auprès de la population française, et c'est un sujet que nous devons adresser dans le futur, et essentiellement une baisse au niveau des jeunes. On a un déficit de jeunes, d'intérêt des jeunes vis-à-vis du pari hippique. Nous offrons des paris sur près de 15 000 courses par an, donc il y a 15 000 courses qui sont supports de paris PMU. Le PMU est une grosse PME, nous avons 1400 personnes, et nous avons 12 000 points de vente qui n'appartiennent pas au PMU, mais nous distribuons nos paris dans 12 000 points de vente qui sont essentiellement des cafés-restaurants ou des bars-tabac. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous traitons un nombre de transactions au niveau informatique absolument considérable, assez proche du nombre de transactions de la Bourse de Paris. Ce sont 3 milliards de transactions, évidemment, comme vous l'imaginez, une informatique qui ne s'arrête jamais, 365 jours par an, et par ailleurs qui opère 24 heures sur 24. Alors, l'économie du PMU, comme je le disais, on est au service de la filière hippique. Nous assurons en grande partie le financement de la filière hippique.
On a un taux de retour parieur de 76%, donc sur les 10 milliards et demi d'euros, 76% sont rendus en gain de jeu. Si je ne regarde que l'activité pari hippique, nous avons un taux de retour parieur sur le pari hippique de 75%, donc légèrement inférieur à la moyenne du retour parieur que nous avons, qui est au total de 76. Nous rendons sur la totalité de nos enjeux 9,5% à l'État, par le biais d'une fiscalité sur les enjeux plus une TVA. Donc c'est grosso modo 1 milliard d'euros de remontée fiscale à l'État français. Nous avons des charges d'exploitation qui représentent 6% des enjeux, donc légèrement supérieurs à 600 millions d'euros. Et donc nous rendons 8,5% des enjeux à la filière hippique. Bon, pour être précis, nous avons réalisé un résultat net, nous avons remonté à la filière hippique française 865 millions d'euros en 2012. Il faut savoir que Internet représente une grosse partie de notre activité. C'est une partie croissante. Nous avons réalisé l'année dernière 1,6 milliard d'euros d'enjeux sur Internet. Ça fait du PMU probablement un des 3 premiers sites marchands d'e-commerce en France, ce qui est non négligeable, et c'est une activité qui encore cette année croît. Comme je l'ai dit, nous avons perdu le monopole des paris hippiques sur Internet. Nous avons néanmoins aujourd'hui de l'ordre de 84 à 85% de part de marché sur les paris hippiques sur Internet. Alors, le trot représente sur l'intégralité de nos paris 4,9 milliards d'euros. C'est un peu plus de 50% des enjeux hippiques du PMU. Nous proposons 6620 courses au paris, 6620 courses de trot, dont 580 courses étrangères. Vincennes est effectivement extrêmement important pour nous, puisqu'il y a 159 réunions qui sont proposées au paris venant de Vincennes. Et Vincennes est l'hippodrome de plus loin le plus gros en enjeux, puisque c'est plus de 2 milliards d'euros d'enjeux qui proviennent des courses de Vincennes. Il y a 183 quintés plus au trot. Le quintet plus étant le pari grand public qui permet d'avoir des gros gains en France. Et le record historique d'enjeux sur une course a été, c'est pas une surprise, le Prix d'Amérique qui est extrêmement populaire en France. On a quasiment atteint 22 millions d'euros d'enjeux sur la course du Prix d'Amérique il y a maintenant quelques années. Et 7 des 10 plus importantes courses en enjeux proviennent des courses de trot. Les courses de trot sont très appréciées par les Français parce que les chevaux de trot courent plus longtemps, sont mieux connus, et beaucoup de parieurs nous disent qu'il y a une prévisibilité du résultat d'une course de trot qui est plus forte que sur une course de galop. Donc voilà à peu près la situation que nous avons. Néanmoins, nous avons constaté, et c'est très lié à l'environnement économique qui n'est guère favorable en France actuellement, nous avons constaté un ralentissement des courses hippiques. Pour être beaucoup plus clair, nous avons depuis le début de l'année 2013 une décroissance des paris hippiques de 3% par rapport à l'année dernière. Il y a un lien très direct entre cette décroissance et l'environnement économique. Nous avons une hausse du chômage en France qui est extrêmement élevée. Il y a une baisse du pouvoir d'achat. Et nous n'avons pas une baisse du nombre de paris, mais nous avons une baisse de la valeur du pari moyen. Et lorsque l'on regarde l'historique des enjeux au PMU, on constate que, si on repart d'une période très ancienne qui sont les années 50, que nous avons connu une période faste de croissance, et regardons essentiellement la partie en vert clair qui montre les enjeux en euros constants, eh bien on constate qu'effectivement il y a eu une période très faste de croissance forte entre le début des années 50 et le milieu des années 60. Ça a été l'époque du tiercé, où en même temps il y a eu un très fort développement du réseau de distribution physique du PMU. Donc il y a eu un intérêt des Français vis-à-vis du tiercé, vis-à-vis des retransmissions des courses, qui a connu une croissance extrêmement importante. Mais finalement, entre les années 70 et le début des années 2000, il y a eu finalement une stagnation des enjeux hippiques. En fait, il y a eu une croissance des enjeux hippiques, mais qui était très directement liée à l'inflation, très directement liée à l'environnement économique, croissance économique ou décroissance économique en France, croissance de l'emploi ou croissance du chômage. Mais finalement, on a eu quasiment 30 ans de stagnation des enjeux hippiques. Et puis, dans les années 2000 à 2010,
il y a eu une augmentation très importante de l'offre. Le programme des courses proposé aux enjeux a très très fortement augmenté entre 2000 et 2010. Et on se retrouve aujourd'hui, finalement depuis un an ou deux, avec un potentiel d'augmentation du nombre de courses proposées aux parieurs qui est très faible, parce qu'on propose quasiment une course toutes les 15-20 minutes, de la fin de la matinée jusqu'à la fin de la soirée. Nous avons notre chaîne de télévision Equidia qui, aujourd'hui, n'a pas vraiment de possibilité d'augmentation du programme des courses proposé aux parieurs en diffusion. Et donc, on s'est posé véritablement la question, quel type de relais de croissance on peut trouver pour les années qui viennent? Parce qu'il y a une responsabilité du PMU vis-à-vis de la filière hippique, je le disais tout à l'heure, d'assurer le financement de la filière hippique, mais nous faisons face à une augmentation des salaires, nous faisons face collectivement à une augmentation de l'inflation, ou à l'inflation chaque année, et donc il y a une responsabilité de la part du PMU d'assurer une croissance des ressources financières apportées à la filière hippique. Mais malheureusement, lorsqu'on fait face à une crise économique et qu'il n'y a pas la possibilité d'augmenter l'offre, il faut trouver d'autres façons d'assurer cette croissance des ressources financières de la filière hippique. Alors qu'avons-nous fait? On a lancé une réflexion stratégique en interne du PMU sur comment peut-on, dans les 8 ans qui viennent, assurer une croissance du résultat net du PMU et donc une croissance du financement de la filière hippique. Et donc on est parti d'une analyse sur quelles sont les 8 tendances clés qui peuvent impacter notre entreprise, nos activités dans les années qui viennent. Alors je ne vais pas les détailler, mais juste pour rappel, ces 8 tendances clés, c'est quoi? C'est l'évolution sociologique et démographique en France, vieillissement de la population, paupérisation, entre autres, donc qui peuvent avoir des impacts sur nos activités. Évolution des moyens de paiement, il y a de plus en plus de moyens de paiement électroniques, il y a une dématérialisation de l'argent, il y aura un impact sur nos activités en point de vente. Il y a l'aspect de pays émergents, de nouveaux territoires et d'évolution des réglementations, qu'elles soient en Europe ou partout dans le monde. Il est vrai que le PMU est un exportateur au titre des sociétés de courses françaises, puisqu'elles nous ont délégué la commercialisation des courses françaises, des droits au pari et des images auprès d'opérateurs étrangers. Nous connaissons une forte croissance dans ce domaine. Il faut savoir que cette année, nous aurons à peu près 500 millions d'euros d'enjeux provenant de parieurs étrangers, provenant d'opérateurs étrangers, et avec une grande croissance. Donc nous regardons les possibilités dans les pays émergents et sur des nouveaux territoires d'exportation pour le PMU. Le marché des jeux va évoluer, il y aura des nouveaux entrants potentiels. Un des constats que l'on peut faire au niveau mondial, c'est la concurrence des paris sportifs en face des paris hippiques, la concurrence des machines à sous. Dans certains pays, en Europe et dans le monde, cette concurrence fait mal aux paris hippiques. Et la dérégulation à tout crin, à tout va des marchés des jeux peuvent très fortement déstabiliser les filières hippiques des différents pays. On a aussi un facteur qui est la transformation des bars traditionnels, des nouveaux lieux de consommation et de distribution. Je l'ai dit, nous avons 12 000 points de vente. Les bars traditionnels, bars PMU historiques, souffrent énormément de baisse de consommation. Il y a beaucoup de fermetures. Il y a des réseaux alternatifs qui se mettent en place. Il faut qu'on y soit présent. Or, c'est dur de rentrer dans ces réseaux. Il faut probablement aborder avec des outils différents de ceux que nous avions traditionnellement. Les comportements, les attentes des consommateurs évoluent beaucoup. C'est un facteur dont il va falloir tenir compte. Les jeunes, nous avons un déficit de jeunes dans les paris hippiques. Il faut adresser ce marché. Quelle est leur réaction face au jeu? Et puis le sport, la relation au pari, c'est un sujet qui est toujours complexe. On parle beaucoup de trucage de paris dans les sports qui ne sont pas les sports hippiques. Je pense que là aussi, c'est un effort qui est extrêmement important fait par le trot et le galop pour assurer une véritable éthique des courses hippiques et des paris hippiques. Alors, sur la base de ces constats de grandes tendances impactant l'opérateur de paris, nous avons défini ce que pourrait être le PMU en 2020. Alors déjà, l'élément de base, la mission du PMU, elle ne changera pas. La raison d'être du PMU sera toujours de contribuer à travers ses clients, à travers les parieurs, au développement de la filière hippique. C'est bien ça notre métier, assurer le financement de la filière hippique. Avec une vision en 2020 qui est de dire le PMU est une entreprise de jeu internationale. Il faut savoir, nous avons assuré une première acquisition récemment en Belgique. Donc nous regardons avec prudence si on ne peut pas, par des acquisitions, essayer de dynamiser les paris hippiques dans certains pays pour augmenter le financement de la filière hippique locale, innovante et ouverte.
exploitant toutes les potentialités de technologie, et ça fait partie des gènes de l'entreprise. Depuis longtemps, il faut savoir que les paris sur Internet datent de 2003. Depuis longtemps, le PMU a su utiliser des nouvelles technologies dans l'intérêt de ses clients. On a été les premiers en France à proposer des paris sur tablettes, sur iPhone, iPad ou autres Galaxy. Bon, on sera présent aussi bien dans le réseau physique, numérique que sociaux, par une approche centrée client, réinventer un modèle de paris hippique attractif. Je pense que notre croissance future passera par de l'innovation, passera par des nouveaux paris qui permettront de concurrencer les paris sportifs. Et puis, comme le PMU a bien réussi dans ses activités de diversification en France, que sont les paris sportifs et le poker, si d'aventure l'État, le gouvernement français, souhaitait ouvrir sur d'autres secteurs de jeu, je pense que le PMU irait dans ces secteurs de façon à fidéliser nos clients, essayer de conquérir des nouveaux clients pour les amener vers les paris hippiques. Il faut savoir que, juste un chiffre, sur 100 clients acquis par le biais des paris sportifs, dans les 3 mois qui suivent l'ouverture d'un compte sur Internet, il y en a plus d'un tiers qui fait des paris hippiques. Le pari sportif pour nous a été un moyen de conquête de nouveaux clients pour le pari hippique. L'activité internationale va constituer un relais de croissance pérenne s'appuyant sur une implantation géographique étendue et des moyens diversifiés. Je l'ai dit, l'export des courses françaises auprès d'opérateurs étrangers et de partenaires fonctionne bien. Nous avons des taux de croissance, ça a été quadruplé en l'espace de 2 ans. L'objectif que nous avons, c'est 1 milliard d'euros de résultats nets en 2020. Mais il faut bien savoir que cela devra passer par des investissements, cela devra passer par de l'innovation, et que des investissements ont toujours des coûts à court terme. Et il est vrai que nous passerons peut-être dans l'année, dans les 2 ans qui viennent, par une baisse du résultat net du PMU, qui pourra avoir un impact, et ça fait partie des choses qu'évidemment nous discutons au quotidien avec le trot et le galop. Et si nous voulons atteindre ce milliard d'euros, cela devra passer par des investissements de façon à pouvoir retrouver un rebond face à une stagnation ou à une décroissance liée à l'environnement économique actuel. Alors, on a orchestré nos plans d'action pour les années qui viennent autour de 6 ambitions stratégiques qu'on considère comme étant prioritaires. La première, c'est autour des réseaux physiques. On constate depuis 2 ans une décroissance des paris hippiques dans le réseau physique, dans notre réseau de points de vente. J'estime qu'il n'y a pas de fatalité à la décroissance. Je pense que c'est dans la culture des Français d'aller toujours dans des points de vente, d'aller dans des lieux où ils peuvent discuter entre parieurs. Et il faut, même s'il y a une montée d'Internet, maintenir cette culture du point de vente en France. Donc nous allons travailler beaucoup sur l'évolution de l'information que nous allons apporter aux parieurs dans les points de vente, ce qu'on appelle le parcours client. Donc des investissements seront réalisés pour mettre à la disposition des parieurs dans les points de vente plus d'équipements, plus d'informations, des pronostics, l'historique des courses à partir de tablettes digitales. L'autre point, c'est que nous allons rechercher des canaux alternatifs. On commence à nous trouver, par exemple, dans des stations-service, des stations essence. On nous trouve dans des supérettes. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller voir, d'essayer de rentrer dans des réseaux de distribution où les jeunes vont. Les jeunes ne vont pas dans les bars PMU traditionnels. Les jeunes vont dans des cafés où nous ne sommes pas présents. Il faut véritablement qu'on arrive à conquérir un public jeune qui va nous accompagner dans la croissance dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent. Donc il faut rentrer dans ces nouveaux canaux de distribution appréciés par les jeunes. Les canaux numériques, il est clair que Internet est un facteur, que la part relative d'Internet dans les paris hippiques va augmenter dans les années qui viennent. Aujourd'hui, de l'ordre de 11% des paris hippiques passent par Internet. Si on se projette à 10 ans, je pense qu'on ne sera pas loin de 20%. Il faut que l'on continue notre offensive sur Internet. L'international, l'objectif que nous avons, c'est pour atteindre le milliard d'euros de résultats nets en 2020, il devra y avoir probablement plus de 10% de la marge nette du PMU qui s'effectuera hors de France, entre autres par l'export des courses françaises auprès d'opérateurs étrangers. Au niveau de l'offre, il va falloir continuer à faire évoluer l'offre. Je le dis bien, il va falloir innover dans les paris. Alors, les paris innovants, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais un pari innovant, c'est un pari qui va nous permettre à la fois d'intéresser nos parieurs historiques, mais aussi de conquérir des nouveaux clients. Et je le redis bien, l'ambition qui est absolument fondamentale
pour nous, c'est celle que vous voyez sous le petit carré client, qui est d'obtenir 15% de pénétration du pari hippique en 2020 de la population française. Aujourd'hui, nous sommes tombés à 10%. Il y a 5 à 10 ans, nous étions à 13% de la population française qui plaçait au moins un pari par an. Nous sommes à 10. La crise économique a rendu le parieur épisodique moins dépensier. Il faut conquérir une nouvelle clientèle si nous voulons retrouver de la croissance en France dans les années qui viennent. Et puis le dernier point est plus un point interne, qui est celui du fonctionnement de l'entreprise, de l'évolution des hommes et de la culture. Ce n'est pas un point qui m'inquiète parce que je trouve que l'entreprise a su remarquablement bien évoluer au fil des années, y compris ces dernières années, face à une concurrence que l'on a découvert, puisque nous avons, je le redis bien, perdu notre monopole sur Internet il y a maintenant 3 ans. Donc voilà notre plan de route, c'est très synthétique, on a maintenant des plans d'action qui sont très précis, partagés évidemment avec le trot et le galop. Il est important qu'en synergie entre le trot, le galop et le PMU, on travaille beaucoup sur l'image des courses. L'image des courses est un élément absolument fondamental pour conquérir une nouvelle clientèle. Et sans nouvelle clientèle, on ne trouvera pas de croissance dans les années qui viennent. Peut-être le seul mot de conclusion que je pourrais dire, c'est que je suis arrivé au PMU il y a 4 ans. Le modèle qui a été mis en place historiquement en France et qu'on retrouve dans la plupart des pays du monde, je le redis bien, même et j'ai cette indépendance peut-être de n'avoir que 4 ans d'ancienneté au PMU, est un modèle extraordinairement vertueux et que j'estime être le seul modèle qui puisse assurer une pérennité à très long terme à la filière hippique. Donc il est absolument fondamental, et je reviens sur ce que disait M. Kratzer tout à l'heure, que l'on soit extrêmement vigilant collectivement pour que des décisions politiques ne se fassent pas à l'encontre d'une filière qui crée énormément d'emplois, et qu'il va falloir être collectivement très actif, entre autres auprès de Bruxelles. Merci. Merci Philippe de ce point et surtout de cette projection dans l'avenir qui est ambitieuse, puisque si on a bien noté 860 millions d'euros aujourd'hui de résultats nets qui pourraient se transformer en 1 milliard d'euros à l'horizon 2020, ça veut dire une croissance du résultat de l'ordre de 2% par an, qui passera, si je l'ai bien compris aussi, par peut-être un moindre résultat pour mieux rebondir ensuite. Philippe Germont va être obligé de nous quitter dans 5 minutes parce qu'il a un rendez-vous pris de longue date. Donc, si vous voulez lui poser des questions bien précises, vous avez la parole. Qui aimerait interroger Philippe ou lui poser des questions précises? C'est la première qui est la plus compliquée à poser, toujours. Oui, Sylvain Copier, Paris Turf. J'aurais une petite question sur la Chine, puisque parmi les relais de croissance, la Chine en fait partie. Est-ce que vous avez une inquiétude en ce moment entre les relations qu'il y a entre la Chine et l'Union européenne ? La Chine est un sujet, en tout cas pour le PMU, qui est moyen terme, long terme, puisque les paris hippiques sont interdits en Chine. Il y a un grand nombre de projets, il y a quelques projets importants de création d'hippodromes dans les grandes villes chinoises. Il y aura entre autres une course de galop qui sera organisée à Tianjin au mois de septembre. Il y a de l'intérêt aussi en Chine pour le trot. Donc le sujet pour le PMU est vraiment un sujet moyen terme, long terme. En revanche, et je trouve que les choses avancent très très bien, le galop a signé un accord, le trot va probablement signer un accord très très prochainement. Donc les choses avancent très bien pour la filière hippique française en Chine. Bon, est-ce que
les histoires récentes autour des panneaux solaires et en réciproque française du vin de Bordeaux va impacter la filière hippique. Je pense qu'on n'a pas une vie. Honnêtement, la filière hippique française n'a pas encore une visibilité politique qui amènerait des mesures de rétorsion à son encontre. Mais en tout cas, on peut se réjouir qu'il y ait une dynamique qui est en train de s'inscrire en Chine concernant les courses hippiques. Autre question? Dean Cooper from Australia. Philip, with this sports betting, with the PMU, I take it that's in relation to, for example, wagering on soccer matches and the like. If my assumption is correct, do you have fixed prices to establish the market on, for example, a soccer match or a tennis match? Oui, la loi est très claire. La loi française qui a été promulguée en mai 2010 est très claire. Les paris hippiques en France sont paris mutuels uniquement. Il n'y a pas de paris à cote fixe sur les courses hippiques. En revanche, sur les paris sportifs, ce sont des paris qui sont à cote fixe, avec autorisation éventuellement de faire du pari mutuel. Il y a un opérateur qui a tenté de faire du pari mutuel en France sur des paris sportifs, mais je veux dire, la taille du marché reste trop petite pour que ça puisse fonctionner. Donc, je confirme, le PMU, sur le pari sportif, fait du pari à cote fixe. Just finally, are you concerned, as there's fixed odds betting on sports, are you concerned at inside knowledge, inside trading? Alors, bon, c'est évidemment un sujet qui est extrêmement important parce que c'est un sujet d'image. Tout d'abord, au niveau du PMU, personne n'a le droit de placer des paris. Donc le pari, un employé du PMU n'a pas le droit de placer le moindre pari, il est interdit de jouer. Et pour jouer sur les paris sportifs au PMU, il faut ouvrir un compte. Bon. Deuxième élément, on a aussi une précaution complémentaire, c'est que les cotes des matchs des paris sportifs sont assurées par un de nos partenaires qui est Paddy Power, qui est irlandais, qui est le numéro 1 en Irlande et parmi les 2-3 premiers opérateurs anglais. Donc ce ne sont pas des employés du PMU qui fixent les cotes. Et le troisième élément, je voudrais dire, c'est que il a été mis en place par le régulateur, par l'Argel, tout un ensemble de procédures de remontée d'informations qui, dès qu'il y a la moindre petite détection d'un risque, il y a immédiatement une alerte, une suspension de la prise de paris, voire un remboursement des paris. Il y a eu un nombre, pas très élevé d'alertes, mais il y a eu un certain nombre d'alertes durant les 2 dernières années, avec des enquêtes derrière qui se sont avérées être de fausses alertes. Mais je trouve que c'est un système qui marche remarquablement bien en France. Et très sincèrement, je n'ai pas d'inquiétude sur ce sujet. Thank you, Philip. Jeff Want from Australia. You spoke about the challenge of an ageing population or an ageing market, and that's a problem we all face. And associated with that is the challenge of how to penetrate a younger market. Has the PMU looked at trying to develop, I know there are no easy answers to this, but have you looked at trying to develop new bet types that could be used exclusively in those social media platforms, the internet and associated platforms, where young people tend to focus because they're not involved with our traditional distribution channels? C'est un très bon point. Alors tout d'abord, via Internet et via la conquête de nouveaux clients à travers les paris sportifs, on a été capable de réduire de 9 ans la moyenne d'âge des parieurs hippiques sur Internet en l'espace de 3 ans. Donc on a, via Internet et via la diversification, déjà un peu abaissé la moyenne d'âge de nos parieurs. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous donner quelques exemples. Dans la tranche 18-25 ans, sur Internet, seuls 5% de cette tranche d'âge jouent au pari hippique. Ils jouent majoritairement au pari sportif. Dans la tranche 25-35, il y a une petite dizaine qui jouent au pari hippique, la majorité joue au poker, et ce n'est qu'au-dessus de 35 ans que la majorité joue au pari hippique. Donc on a un vrai problème sur ce point-là. Alors,
ça peut être par de l'innovation sur des nouveaux paris, de l'innovation sur l'image, une communication qui cible ces jeunes, rentrer dans des réseaux de distribution où il y a des jeunes, mais généralement ces réseaux de distribution ne veulent pas de nous. Ces cafés où les jeunes vont disent écoutez, la clientèle du PMU, c'est pas celle qu'on recherche, donc on n'est pas intéressé par vous. Donc ça pose la question comment rentrer dans ces points de vente. Et il y a un point que vous avez évoqué qui pour moi est absolument fondamental, qui est dans le plan d'action pour les années qui viennent, c'est d'être dans les social networks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PMU a très bien adressé le marché Internet, de l'e-commerce et autres, mais il faut que l'on soit de plus en plus dans le social network, éventuellement avoir du social gaming. Le social gaming étant un élément pour faire inscrire des clients jeunes et les amener progressivement par du cross-sell, par du marketing sur Internet, de les amener progressivement vers le hippique. Ça, c'est un boulot de longue haleine. Ça ne va pas se faire en 1 an, en 2 ans. C'est vraiment une cible qu'on doit avoir comme étant prioritaire, mais qui va prendre 5 ans, 10 ans, parce que c'est un travail d'image, c'est un travail de conquête de clients. C'est un travail commun entre la filière hippique et le PMU dont nous sommes tous conscients. Merci Philippe, on va vous libérer et on vous souhaite bonne chance pour atteindre cet objectif très ambitieux de 2020, mais qui est nécessaire et indispensable à la filière hippique française. Nous allons passer à un autre modèle très important en Europe, à savoir la Suède, qui est effectivement un opérateur très actif, avec l'intervention de Hans Skarpot, qui va nous faire un peu le point de la situation dans son pays, au niveau des courses, de la pénétration et de l'image des courses, ainsi et surtout que la situation du jeu en Suède et de la filière. À vous, Hans. Okay. My name is Hans, or even better Hasse Skarplöt. The last name is really tricky to understand in Swedish, and it's a total mess when you're in an international environment like this. So please call me Hasse. I joined ATG as CEO just 5 months ago. I've been quite lucky experience-wise doing a lot of functions, being in a lot of industries. I've been a controller, business developer, I've done market research, I've done sales, and I've been in various CEO positions the last 6 years. I've been doing construction equipment, big wheel loaders. I've been doing fast-moving consumer goods. I've done media and TV. That is what I've done for the last 7 years. But I know close to zero about trotting. So I would like to give you my perspective after 5 months in this position on what I see. And I do think I have completely different glasses compared to more or less all of you here who knows the father of Ready Cash. I don't. And I'm CEO of a company with a yearly turnover of close to 2 billion euro. The trend is growing internationally and a small decline nationally. The most impressive KPI I find when I join ATG is that each year we have 2.5 million Swedes placing bets on our products, being in contact with us. And then we should relate to the population, which is 9 million Swedes we have, whereof 6 million are grown-ups being able to place a bet. So out of 6 million Swedes, 2.5 is in contact with our product each year. It's a fantastic figure, I have to say.
So I would like the shares here. I promised myself not using a PowerPoint. So I'll try to visualize my message via the shares here. And what I just said, 2.5 million are interested in our product each year. We have approximately 3.5 million not being interested. And let's this share represent that part, because I'm not so interested in these guys. They might be allergic to horses. They might have moral issues with betting. I don't know. I know from my history that it's really tricky to convince these guys about your product. So I don't care so much about them. But I have 3 clusters of customers. To start with this one, it is the very initiated cluster. They know the father and mother of Ready Cash. They think that our product is interesting because it's about skills. They are willing to spend 30 hours a week to understand the races and pick out the winners. Out of these 2.5 million Swedes, depends a little bit how you define, but I would say it's 150,000 Swedes being in this cluster. Second cluster is what I call, perhaps it's a bad English translation, but I would call them half-initiated. They are willing to spend perhaps 5 hours a week on trotting, reading start lists, visiting race courses once in a month, perhaps. They represent in Sweden approximately 500,000 of our customers. Third cluster is the not initiated population. They place bets. They are in, each year they are in. They are around 1.8 million Swedes each year. But for them, betting is about luck. It's not about skills. They are quite scared about competing with other people being skilled, because the odds of them winning is smaller, of course, they understand that. And what is interesting is our resources we have, our interfaces we have towards our customers. Because at the end of the day, my mission is to take these guys or girls in the hands and try to move them in this direction. Because I know when they are here, they are extremely loyal. And they spend more money on us. They buy horses, which is of interest of all of us. And it's really interesting, and I asked for some bottles of Evian here to visualize what I think we do with our resources, because we have a lot of interfaces towards our customers. And let's start with TV. One very important tool for us to reach our customers. In Sweden, we are lucky enough to have a really good distribution agreement with the biggest commercial TV house, being TV4, giving us approximately 20 hours a week on big TV channels in Sweden. So distribution-wise, we reach all 3 of them. But format-wise, and bear in mind that I've been working with the TV myself over the last 7 years. I've done a lot of work with sports. I've done genre channels for motor, football, doing my utmost for a niche channel to please a very narrow crowd. But when I see our formats, they are very narrow. They are so extremely narrow. Perhaps we have 10, 15 different formats. And they are all for this cluster. I could place 10 of these Evian bottles, but I think I get my message across. So distribution-wise, we have a good TV agreement, but the formats we offer, they are totally uninteresting for these guys, because it's horses running around. We are using a Chinese language.
Very tricky to understand for these one. Very interesting for these ones. But we have too high barriers for this crowd. If we would like to take them in the hand and walk them down the road to the initiated cluster. So that is TV. Another very important interface of ours is our outlets or retailers. Historically, ATG is 40-year-old, a huge success. Historically, they have done a really good job taking customers in the hand and walk them down the road to the initiated cluster. But nowadays, when I close my eyes, I see a typical retailer in Sweden. I see a room separated from the rest of the store. This room is totally cluttered with start lists and tips of who should win. And the room, in the room you have 5-6 people, all of them being old men, many of them having a hat of some kind. And this environment is very interesting for these guys, but for a 30-year urban woman, it's impossible to walk into that outlet and place a bid on our products. So, retail or our outlets, we are focusing on these guys. What else do we have? Yeah, of course we have the racetracks. And to be really short on this one, this is complete an environment for these guys, according to me, when I see the Swedish racetracks. We have, we are not welcoming enough these guys who are perhaps spending the first hour they have on a racetrack. We need to take them in the hands and explain what this really is about, and we don't do that today. More, we have our internet site, atg.se. Actually won a prize 2007, being the best internet site in Sweden for professionals, i.e. for these guys. Because if you're interested in atg.se and you Google into atg.se, you open up the site and you get it all in your face. You get all the betting types we have. It's V3, V4, V5, to win, place, V75. You get it all in your face. I would say that atg.se is perhaps the best product I've ever seen, but it's very niche. We have an archive where you could see in the start list, you could see the races of all the horses competing from 13 months back. You could click on the horse and you could see all the races that horse has done over the last 13 months. What a service. It's tremendous. But is that really what you would like to see if you're not initiated? If you enter atg.se for the first time? No, I don't think so. So I take another bottles of Evian and place them over here. And then I could do the list very long. But then we have the bet types. And if I compare, and I haven't been able to compare that much after just being 5 months on my new job, I would say that Sweden has a quite good penetration. The 2.5 million out of 6 is, I would say it's quite good if I compare to many other countries. But still, I see this. And if I look at our products, the betting types or the betting products we have one really good product which reaches all of these customers, and that's V75, a Saturday habit, being there for 40 years, attracting 10 million euro in the pool each Saturday. We have added a method to that, being called Harry Boy. I don't know if people knows about it, being able to attract some of these guys. So V75 and Harry Boy does a decent job.
But then I have a list of like 25 bet types. I would say the rest of the Evian bottles that will not, I can't put them on the table there because it's so many. We have so many different product development things that we have done over the last years done here. And what is happening now is that these very interesting and very revenue-wise extremely interesting segment is getting smaller in Sweden. We are not giving the experience, excitement or entertainment enough to take customers from here to there. And that is what we need to do going forward, to develop, to put more Evian bottles on these tables. Last but not least, when I see the product as such, myself is extremely sport interested, and it helps in this industry. But when I see the product as such, with horses competing against each other, with a finish where you could have 5, 6 different horses in a row close to winning, with stars both on the trainer side and on the horse side, with a huge pile of statistics, the product as such is extremely good and competitive. But we need to look into the packaging, because the current packaging is not doing the job for us. Yeah, thank you very much. Merci Hansel de cette démonstration et surtout de votre regard neuf de quelqu'un qui vient d'autres environnements, moins techniciens bien évidemment. On vous souhaite bonne chance parce que effectivement comme vous l'avez dit, 150 000 à peu près experts, 500 000 demi-experts, et il y a quand même 1 800 000 consommateurs qui sont encore trop irréguliers. Et effectivement, c'est toute la difficulté, c'est de pouvoir emmener ces gens d'une consommation au coup par coup à devenir des consommateurs réguliers. On vous souhaite bonne chance et vous avez certainement des idées nouvelles et novatrices à apporter à TG. Nous allons passer de l'autre côté de l'hémisphère, enfin du monde, pour nous rendre en Australie. Avec l'intervention de Andrew Kelly, qui va nous parler effectivement du business des courses hippiques en Australie, un monde qui a beaucoup évolué ces dernières années avec des craintes et qui est en train de repartir sur de bonnes bases. Donc le témoignage de l'Australie est certainement très intéressant pour nous tous. Thank you very much, and first of all I'd like to acknowledge the outstanding efforts last night of the champion Italian driver Francesco, who saluted in the final race of the evening, and as far as I was concerned anyway, he's the first driver to both compete and win wearing a tie, so very, very well done, very stylish, excellent. I cannot compete with that. Like many of you, I hope you enjoyed particularly the last speaker. I found a breath of fresh air, and like many of the speakers before me, both yesterday and today, I think there's some great relevance and synergies in
in particularly that presentation. So thank you very much for that, or demonstration as it probably more was. The current situation in Australia, and I'm trying to stick to the 5-slide objective, and I've used one with a with a title slide. But however, in Australia we have 18,449 harness races broadcast, and the reason that I talk about that in a broadcast sense is because there are far more that are not broadcast as well. And this is just one part of 3 codes of racing in Australia, which sees the broadcast of almost 90,000 races per annum. This is good and it's bad. It's terrific to have the broadcasting space, it's terrific to have horses running around, but the clutter on the television, the packaging if you like, is where we are having our most difficulty at the moment. Now this is in direct opposition to what I will speak of later about internationalisation and us wanting more product from other parts of the world, but that's about timing. So one of our most difficult prospects at the moment that we are dealing with is the way in which the scheduling of the races is occurring. So whilst on one hand it looks terrific that there is so much racing and so many products to bet on and so much opportunity, we are not convinced that that is the best model. The customer behaviour shift, and we've heard from our colleague on a number of occasions now, Dean Cooper in particular, about fixed odds betting. Fixed odds betting is something that's been in the not just in the background, but it is part of the Australian culture. The parimutuel operators offer fixed odds betting in our country, and that is where our growth is coming from. The trick, if you like, for us is how we maximise the returns from the fixed odds betting. The market is demanding this product. We talk about the younger markets, those that are tasting wagering or betting for the first time. Their first touch is sports, and it's head-to-head betting. It's fixed odds. They start to get a bit more interested. They start looking at the line. They start looking at different spot betting options. So as we look at the new customers coming to racing and those that wish to be walked down the line, if you like, their first touch is in a fixed odds type environment. So our wagering, whilst I've put on the board here that wagering is steady, it's actually ticking upwards. You'll see in your statistical program, or the statistical analysis in the back of the programs, that wagering in Australia last year was $2.1 billion. And that is just our parimutuel, including fixed odds operation. There is still a lot more of the fixed odds that is happening through the other wagering operators, in which we are getting a return at the moment. Whether that's enough, that's the conversation that we need to have. But fixed odds betting is something that we are dealing with, we are living with, and if I'm totally honest, we are probably embracing, because that is where our growth is coming from. Our traditional wagering operators, the parimutuel operators, if you like, they've been slow to react. They've had a monopoly for a long period of time with only the fixed odds from the racetrack, essentially. But since the opening up of Betfair licences and other corporate bookmakers, which has just exploded, they were very, very slow to react. They weren't competitive, their customer service was poor, the traditional outlets or agencies with 5 men in hats was difficult to attract new customers, and the corporate bookmakers really stole a march. However, to their credit, the parimutuel operators in Australia have started to improve, and there is a shift, if you like, from customers back towards the more traditional operators. Not the traditional way of betting in the parimutuel sense, but certainly more traditional operators. So, as I said, wagering steady, but declining revenues for racing. It's probably flatline at the moment, but I think of it as declining because the returns are not the same as they were. And there is an uneasy relationship, I've got to say, and
between the wagering operators and the racing industry. And look, that's largely based on what the outcomes each are trying to achieve. The private company aspect, shareholder driven goals of the wagering operator is sometimes conflicted with the outcomes of the racing industry and what we're actually trying to achieve. And that is very, very uneasy at the moment in our country. And it comes back in, if you like, in many respects to the first point there about the volume and the amount of racing that is occurring, because our major wagering operator also holds the broadcasting rights in our country, in the biggest states. So that is a difficulty. Hopefully I haven't wasted one slide on giving you this situation in a statistical sense. You'll see there in terms of the amount, those 18,500 races, where they are coming from. And our growth over the last couple of years, if you like, from our perspective, has been in New Zealand, Europe, North America and Scandinavian countries. And you'll actually see the year-on-year growth, although the financial year 2013 is only to the end of May. That is the current arrangements at the moment. So that is our where we see, and we actually do spend a lot of our time trying to work with our broadcast and wagering partner to interact more with international jurisdictions in order to have more racing coming into Australia. That's at odds with some of what I said before about the volume of racing, but I make the point again that the US product in particular, beaming into Australia, 7 a.m. in the morning till midday, and we're turning over now $16,000 per race. Doesn't sound a lot, but it's growing. It's growing quickly, and the more information, the more profiling, the more we're able to showcase that, people will get more and more used to it. I think Sweden, we're looking at reintroduction of more product from January, and we certainly look forward to that. And we hope that we're able to also, this is half a sales pitch as well, in terms of saying we're open for business for any other Scandinavian countries in a similar time slot to roll on the coattail of that. And commingling will play a big role on that, in terms of what's happening in the Isle of Man and other places. And certainly, whilst we can't be directly involved in those negotiations, we are open for business, and we totally support whatever can be done in those particular time slots. I hope you find that interesting in terms of the year-on-year comparison. Okay, future threats. Well, I don't look too far into the future. Whether that's good or bad, I'm not sure, but I think they're here now. We're dealing with what's in front of us and knock down each roadblock one at a time as they're thrown in front of us. There's been a very, very successful anti-gaming machine, which is pokies or slots for those that use different terminology in different jurisdictions. And we've seen a stigma attached to that. So people who want to play poker machines and push a button face a certain social stigma in the community. And there's been a very, very successful campaign to start to limit the amount of time in which those venues are open, how many machines are available, and how much you can actually bet, and setting limits on the punter in terms of how much they can spend at any given time, even though it's their money. And that's now moved itself into sports betting. There's been I'm not sure how closely anyone who's been covering things or looking at things in Australia, but sports betting and the fixing of certain aspects of spot betting, for example, first goal or something that will happen within a game, has certainly been a challenge for Australian authorities, and that's raised itself in a political environment. We now have politicians speaking openly on camera about what they think about betting. And this has been a big problem, because racing and the wagering of racing and the returns of that wagering to racing to fund an entire industry, in which in Australia accounts for 19,000 jobs, is not the same as it is for betting. And the President made the very, very
important point yesterday, that many of these people may not be able to be employed in other activities. But the important point that we've been driving home to our politicians in Australia anyway has certainly been about that you're funding an entire industry. What's to lose for in the sports betting? If there's no betting on sport, so what? There's no betting on racing, we lose an entire industry and all that goes with it, the economic benefits and the other social drivers, etc. So the public opinion has been framing political intervention, and it's starting to take on a restrictive sense. So we've been very proactive, I believe anyway, in terms of trying to educating that racing is not associated in that stigma of gaming machines. It's not the same as sports betting. It's different. We're highly regulated. We spend millions of dollars with integrity type activities. We publish information about the testing of horses. We have stringent veterinarian programs in terms of injury and incident reports. If you change your tactics prior to the race, you have to tell the stewards who tell the public what's going to happen. That's not the same for any other sport. If those that understand cricket, if you're going to send your number 10 batsman in at number 3, you don't have to tell the opposition before you play that's going to be the case. Or in football that your fullback's going to be playing up forward, etc. So we've been working very hard to make that to make that point, and therefore I just make the point up here in the slide about the community and political education that we've been undertaking, and I hope each of you has received, well, our size and scope study. I know many of you have, but this document, which was independent research to show the size of the industry, how many jobs, the important social fabric, the gross domestic, the gross value of our product, our taxation issues, etc., all in one document that we are now seeing politicians refer to in their own media releases. So we've actually given them the information that they need to make their own to make their own decisions and to talk about our industry in a very, very positive light that hasn't happened previously. So we've been very concerned about getting caught in the backwash or the backlash of community opinion, but we're hopeful that racing will remain pretty much unscathed from from a landscape that will change very quickly in Australia in terms of gambling reform. The other threats, if you like, generation gap, we've heard about that today, proliferation of sports betting, particularly the corporate bookmakers. I've touched on that. But racing in many respects from our research has been shown as old, boring, dull, difficult, niche. So again, we get back to how we actually package the product. And whilst we'll speak about it in the various committee structures, we continue in Australia to look at hot shots, one lap racing, colour coding of the horses. That's not going to be the answer on its own, but we are certainly willing to innovate. We're willing to change. We're willing to look at what the market is actually demanding at the moment, which is going to be a significant change. I'll get back to the point of the market saturation. Too much racing, poor scheduling. I'm not sure now, what is it? I know I'm running out of time, but 12 minutes between races on Akita? 15 minutes. In Australia, 30 seconds. 30-second gap between the race. So from one race on the television to make up your mind what you're going to bet on, to go to the counter to have a bet, it's too short. What prospects for 2010? Well, we're open for business. As much as we can help you, we would love to ensure that the right people are talking to the right people to bring more product to our screens. Commingling obviously will, amongst the wagering operators, will be a key driver to that. But we need to embrace technology, and I know it's somewhat controversial, and it's probably a half-day session in its own right. But in Australia in particular, we have to challenge the existing model. We talk about the wagering operators beholden to their shareholders. It's very different, and as I said before, we're in conflict with what we're trying to achieve at the end of the day. We've been pushed into a situation of providing more product,
being pushed into a situation about when we will race, being pushed into a corner, if you like, in many aspects. We've done everything that's been asked of us, and we're still just travelling at the same level that we were probably a decade ago. So, are they, and when I say they, are our wagering operators and our major business partners actually doing the right thing by us at the moment? Or is it time for us, and unfortunately I'm answering a question with a question, is it time for us to challenge the way in which that's actually been delivered to us previously? I know I've gone probably well over time. I thank you for your attention, and I look forward to continuing our conversations through the rest of the conference. Thank you. Merci Andrew. Donc c'est une situation en Australie assez contrastée, où on voit que les bookmakers ont la capacité effectivement à attirer des jeunes à travers la cote fixe. Mais on voit aussi que les enjeux et que trop de courses, je pense que ce qu'on retiendra du message d'Andrew, c'est que trop de courses peuvent tuer les courses. Effectivement, quand il nous dit que 90 000 courses par an et une course toutes les 30 secondes, l'excès de courses peut poser un vrai problème. C'est un sujet de réflexion, je pense, et d'analyse que vous aurez occasion de redébattre à nouveau dans les ateliers. Nous allons passer à la Suisse, là où il y a effectivement qui est un petit pays de course, mais qui a des accords importants avec la France, et cela depuis 20 ans. Donc nous allons faire le point avec Jean-Pierre Kratzer, qui revient cette fois-ci non plus sous sa casquette de président de l'UET, mais sous celle de président des courses de la Fédération des courses suisses, et qui va nous expliquer tous les avantages qu'un petit pays a pu avoir à trouver des accords avec un plus grand pays de course, à savoir la France. À vous, Jean-Pierre. Merci. Je vais essayer de vous raconter une histoire vraie, et puis je vais imaginer la fin de l'histoire aussi. Et je vais revenir à la Suisse. Au cœur de l'Europe, je prétends que c'est un petit laboratoire, pas seulement pour les courses, mais pour beaucoup de choses. Et il y a deux parties, au moins, dans mon pays, la partie suisse romande, où on parle français, où nous sommes latins, et la partie suisse alémanique, où nous sommes germains. C'est toute la différence, et on est au cœur de l'Europe. Et l'histoire, elle commence pour moi en 1986-87, lorsque j'ai été élu à la présidence des courses en Suisse. Et dans mon pays, il y avait 350 courses. 350 journées de courses, pardon. Non, 350 courses. C'est bien 350 courses, donc on ne courait même pas tous les dimanches. Mais on avait inventé un pari sur les courses, et on jouait une fois par semaine. Autant vous dire qu'il n'y avait pas assez de joueurs, pas assez de volume, et pas d'intérêt. Et puis, à l'époque, j'ai écrit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans cette galère? Et j'ai essayé d'imaginer ce que c'était les courses en 2000, respectivement, pourquoi ça fonctionnait dans le pays voisin, la France, et pas chez moi. Et j'ai découvert très vite que le système était totalement différent. Alors, très simplement, les contacts avec le trot, avec le galop en France, étaient tels que j'ai posé la question, j'ai pas assez de courses, et si vous me prêtiez vos courses pour parier? Parce qu'il y a une vérité absolue dans n'importe quel pays, dans n'importe quel État, dans n'importe quelle population. Vous avez des parieurs, vous avez des joueurs. L'être humain est ainsi fait qu'il rêve. Et il rêve chaque fois qu'il peut jouer sur quelque chose. Donc, partons du principe qu'en Suisse romande, notre vertu n'était pas pire, ni moins, ni meilleure que celle en France. Nous nous sommes dit, il y a des parieurs. Offrons-leur un produit, le pari, le PMU, puisque le PMU était connu au-delà des frontières françaises. Et de 87 à 90, nous avons discuté avec les services du PMU et autres, et nous avons, ce que nous disons, nous avons inventé la masse commune à notre niveau. C'est-à-dire que
même s'il n'y avait qu'un seul joueur en Suisse qui joue l'équivalent de 2 euros, et qu'il y ait 1 million d'enjeux en France, le Suisse, avec ses 2 euros, peut empocher la totalité du gain. C'est ça la masse commune. Et ça a changé complètement. On a attiré les joueurs. Et ils sont venus. Et depuis 1991, dans la partie suisse romande de mon pays, on joue sur toutes les courses du PMU français qui sont enregistrées auprès de l'Argel. Tous les jours. Et nous l'avons développé depuis 22 ans. Alors, quelques chiffres pour la Suisse romande, parce que c'est un laboratoire, mais il peut, je dirais, vous convaincre que tout est possible. La Suisse romande, c'est 2 millions d'habitants. Ce n'est pas grand-chose. On collabore en masse commune avec le PMU depuis 22 ans. 22 ans. Tous les 10 ans, on se réunit pour dire, allez, on continue encore un coup 10 ans. Les parieurs de Suisse romande parient sur toutes les courses du PMU, comme je vous l'ai dit aujourd'hui. Et j'ajoute que depuis 3 ans, dans les courses proposées par le PMU, par le programme officiel international, il y a environ 220 courses suisses qui sont diffusées dans le programme français, depuis Avenches et depuis Frauenfeld. Donc, on a un accord parfait. En 22 ans, il y a un retour à la filière. Ce retour à la filière, il est double et il est important. Nous avons prévu dès l'origine dans le contrat qui nous liait avec les sociétés de courses françaises qu'il y ait un retour à la filière française et un retour à la filière suisse. Le bilan en 22 ans, avec ces 2 millions d'habitants, c'est plus de 80 millions d'euros qui ont été reversés à la filière française et 60 millions d'euros qui ont été versés à la filière suisse. Et ceci nous a permis de construire, de rénover les courses et d'être aujourd'hui, si vous regardez les statistiques, vous verrez que le petit pays de la Suisse est en moyenne des dotations au 2e ou au 3e rang européen, si ce n'est maintenant au plan mondial. Et nous avons créé un centre pluridisciplinaire à Avenches pour réunir non seulement les courses, mais également les autres disciplines. Voilà le bilan de la Suisse romande, l'état où nous nous trouvons aujourd'hui. J'ajoute que ces 2 millions d'habitants sont desservis par un réseau de 230 à 250 points de vente, seulement 230 à 250 points de vente. En Suisse alémanique, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il y a 22 ans ils ne m'ont pas suivi. Je vais vous l'expliquer parce que c'est important pour l'avenir. Mais c'est toujours le sponsoring qui finance nos courses. Donc très difficile, toujours plus difficile. Donc c'est pour ça qu'en Suisse romande, plus de 2 tiers des courses de trot et de galop s'y disputent. Donc pratiquement, on tient à bout de bras la filière équestre helvétique par nos accords avec le PMU français. Les perspectives, c'est les autorisations que nous avons d'étendre la collaboration avec le PMU d'ici la fin de l'année 2013, avec le PMU sur le même modèle que nous avons en Suisse romande. Donc là, nous avons effectivement de nouvelles perspectives et très importantes pour nous. Voilà ce qu'est la Suisse. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner, puisqu'on m'a demandé de le faire, l'horizon 2020. En 2020, puisque mon histoire a commencé en 87, 2020, j'aurai dépassé l'âge des fameux 70 ans, 70 ans. Et vous savez qu'à l'Union européenne de trot, jusqu'à récemment, on enlevait la licence au-delà de 70 ans. Donc, ça sera probablement la dernière fois que je resignerai pour une période de 10 ans, je l'espère, avec les sociétés de courses françaises et le PMU, l'accord de collaboration qui devra et qui portera non seulement sur la Suisse romande, mais également sur la Suisse alémanique. Alors, comment est-ce que je le vois ? Tout d'abord, dans les médias, j'ai une certaine préoccupation, pour vous dire. Non pas peur, mais une préoccupation. Tout d'abord, je crois qu'il est important de dire qu'en Europe, le pari mutuel, puisque j'ai entendu hier qu'on parlait du bookmaking et du pari mutuel, l'ensemble des enjeux du pari mutuel sur l'ensemble des pays européens, c'est 13,6 milliards d'euros, dont près de 70%, 75% en France. Le deuxième pays est la Suède. Je vous disais 13,6 milliards, et le retour à la filière, c'est exactement 10%, par hasard. C'est 1,360 milliard.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est extrêmement dépendant, et le trot encore plus que le galop, extrêmement dépendant de notre attachement à ce système du mutuel. Et il nous appartient, d'une certaine manière, aux sociétés de course, puisqu'il appartient en France sous forme d'un GIE aux sociétés de course, aux sociétés mères. Il appartient en Suède également à ST, en Norvège, etc. Donc le destin, nous avons nous-mêmes notre propre destin en main. La deuxième remarque que je ferai à ce sujet, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'internationalise et on a besoin d'échanges. Et j'espère que des mesures et que des bonnes décisions seront prises ces prochains mois, au cours de la prochaine année. Je crois qu'il est urgent de prendre des décisions et un certain virage. Alors mon rêve, je peux vous raconter comment l'histoire, je l'espère, se terminera, c'est de pouvoir re-signer en 2020-2022 une nouvelle période de 10 ans. Et puis je voudrais voir que si on a pu la signer, c'est qu'on vit toujours à la satisfaction de la France et de mon pays. Et il y a trois mesures que je souhaiterais voir prises, ou bien 3 mesures qui pourraient contribuer à la pérennité de nos paris et du financement de nos filières. Je peux le résumer en disant qu'il s'agirait de recentrer nos activités sur la spécificité du pari hippique et une collaboration forte et étroite entre les fédérations européennes trot et galop. Ça, c'est mon combat. Je pense qu'il est grand temps de se recentrer sur ce que nous avons et de le développer en étroite collaboration entre le trot et le galop et entre tous les pays européens. Et il y a 3 points qui me tiennent à cœur, pour lesquels je m'engagerai, mais je ne suis qu'un observateur, je n'ai aucun pouvoir, ça me permet tout simplement de rêver. Alors mon premier rêve, c'est que cette pérennité d'abord passe notamment par ce que j'appelle un changement de paradigme en se concentrant sur de nouveaux modèles économiques privilégiant les aspects qualitatifs aux critères quantitatifs. Se mesurer à l'aune du chiffre d'affaires des enjeux me semble être extrêmement dangereux pour l'avenir. Faire 100 millions de chiffre d'affaires, 200 millions, 300 millions, n'a de sens que pour celui qui veut montrer qu'il progresse, qui veut marquer simplement ou mesurer l'extension d'un réseau, la pénétration éventuellement auprès d'un marché. Ce qui nous intéresse, et il faut absolument que l'on change pour tirer d'autres conséquences, c'est que le vrai chiffre d'affaires d'un opérateur, ça n'est pas les enjeux, mais c'est la marge brute. C'est la marge brute. Puisque, en fait, nous ne produisons pas un produit où nous avons le droit, le privilège, comparable à celui de prélever un impôt. Notre savoir-faire et notre plus-value, c'est la manière d'être attractif pour le prélèvement de l'impôt. Mais le chiffre d'affaires réel, c'est ce que nous gagnons. C'est la marge brute. Et là, vous verrez que les courbes ne grimpent pas au ciel. Pas comme les enjeux. Elles sont stables ou elles peuvent être même en baisse. Et je voudrais dire que l'analyse de la marge, c'est ce que j'essaye de faire dans mon pays, ou du chiffre d'affaires, ainsi défini, nous permet d'attirer l'attention sur de quoi elle est composée. Et par exemple, je peux vous le dire, pourquoi j'ai quelques craintes, dans les 2 grands pays, comme la France et la Suède, il y a un jeu qui à lui seul fait entre 30 et voire 45% de la masse du revenu. C'est le quintet en France, c'est le V75 en Suède. Fragilité, nécessité d'apporter davantage d'attention. On verra que tous les jeux n'ont pas la même marge et que les jeux simples, si l'on prend également l'impôt, certains sont peut-être offerts à perte dans certains pays, ou peut-être même en France, ou peut-être même en Suède, je ne le sais pas. Mais cette analyse nous permettra d'être beaucoup plus conséquents pour les mesures à l'avenir. Et c'est la valeur ajoutée que l'on doit véritablement mettre en place. La deuxième chose, c'est le réseau de distribution dans cette marge, comprendre comment est-ce qu'il arrive, pourquoi, comment est-ce qu'on le développe, et d'autres mesures encore. Et puis le deuxième rêve, c'est renforcer la spécificité des paris hippiques en considérant l'homme et son rapport au cheval au premier plan dans nos actions. Je souhaite qu'on mette plus d'humanité, non pas dans le sens
primaire du terme, mais qu'on considère l'homme quand il est joueur. Et l'homme, on ne fait pas n'importe quoi avec lui, il fonctionne d'une certaine manière. Il a par exemple un cerveau. Et vous savez que si vous lisez dans le domaine de la consommation et du marketing, le choix, j'avais prévu de le faire, mais je n'ai pas osé finalement. Je vous aurais amené 20 plaques de chocolat et j'aurais mis sur la table ici. Et j'aurais demandé à M. Desmontil qu'il choisisse la plaque qui lui fait le plus de bonheur, la plaque de chocolat qui lui fait le plus grand plaisir. Il aurait eu beaucoup de difficultés, parce que son cerveau ne peut pas faire un choix quand il y a trop de choix. Par contre, si j'avais mis 3 plaques de chocolat, sans hésiter, il en aurait choisi une. C'est le comportement qu'on observe dans le marketing. C'est juste que l'homme, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un développement technologique, ce n'est pas un ordinateur. Et l'homme, comme il y a 20 ans, comme il y a 50 ans, 70 ans, il a un cœur, il a une réflexion, il a des tripes, il a des émotions, et il faut le laisser choisir. Et lorsque j'entends tous les jours, et encore aujourd'hui, que ce jeu s'adresse à des gens qui ont 35 ans et plus, prioritairement, il y a probablement une raison. Je peux imaginer que l'on considère à 35 ans qu'on devient plus raisonnable, plus intelligent, et qu'on a le droit de choisir comment est-ce qu'on va gagner. On est meilleur que l'autre. Alors laissons-lui le temps. Et d'envoyer comme ça des produits 40, 50, 60 ou davantage, comme en Australie, fait qu'une seule chose, la conséquence, c'est qu'il s'en va et il va sur un jeu de hasard. Il faut donc rétablir, il faut donc respecter ce principe même du raisonnement, sinon notre jeu est comme un autre, il deviendra un jeu de loterie et un jeu de hasard. Le nôtre, il appelle à la réflexion et le cerveau humain, il ne s'est pas développé en parallèle avec l'informatique. Le troisième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'émergence d'un pôle. Il faut vendre les courses, mais pas vendre les courses pour support de Paris. Il faut que demain, en Allemagne, dans la partie germanophone, de la Suisse, en Autriche, en Pologne, on connaisse les courses, on connaisse Ready Cash. Peut-être qu'en Suède, peut-être pas jusqu'en Suède, mais tout près de nous, il y a un marché extraordinaire. C'est 130 millions d'habitants qui parlent l'allemand. Dans les 130 millions d'habitants, je vous jure, je l'ai dans mon pays. Ils veulent jouer. Et dans mon pays où on est proche de la frontière française, ils se déplacent. On joue dans les guichets français en partant de Zurich, en partant de Lucerne, etc. Il n'y a pas de raison que le germanophone soit différent. Il a le droit de rêver. Et il y a un potentiel fantastique. Et vous avez du potentiel, on l'a compris ce matin en Suède, mais je vous dis, et je vous dis aussi à M. Germont, il y a 130 millions d'habitants qui ne demandent qu'à connaître les courses. Mais en même temps, je le dis aux sociétés françaises, à France Gallo, à la SECF, je le dis aussi à la Fédération suédoise, il ne faut pas vendre vos courses en tant que produit et support de Paris, il faut vendre vos courses en tant que faire partager la passion, c'est-à-dire faire connaître les chevaux et, et leur dire que, éveiller en eux ce qu'ils ont de rapport avec le cheval. Je pense que ceci est important et là il y a un potentiel extraordinaire. Ce potentiel est d'autant plus important pour l'avenir des courses dans l'ensemble de l'Europe que je crois savoir, malheureusement, que le petit laboratoire de Suisse romande est l'un des 2 meilleurs, ou le meilleur, en termes de rentabilité pour l'exportation du PMU. Ça veut dire toute la dimension qui existe à l'extérieur des frontières si l'on vend nos courses et si on fait partager nos émotions au-delà des frontières. Et je voudrais dire ici que, je vais encore ajouter quelque chose, oui, parce que ça me semble important. Il y a en Europe, et je parle de mon pays, donc là je suis bien en Suisse et personne ne m'en voudra, il y a une différence de culture entre la culture germanique et la culture latine. J'ai travaillé toute ma vie dans une banque, et la Suisse alémanique et la Suisse romande, nous sommes au carrefour. Et vous avez qu'à suivre simplement la formation de l'Europe, les conflits parfois qu'on entend entre la politique française, la politique allemande, entre le Nord et le Sud. Et nous avions fait une étude pour essayer de concrétiser pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à s'entendre
et à partager les mêmes valeurs. Et la différence fondamentale, et il faut la comprendre, lorsqu'on se trouve dans le nord de mon pays, dans la partie germanique, et ça va vous faire sourire, mais le Suisse allemand, c'est celui qui travaille, celui qui pense, celui qui épargne, celui qui est vraiment le maître d'œuvre. Et nous, les Latins, on est celui qui dépense, celui qui ne travaille pas. Voilà. Et cette différence, elle existe. Mais la différence, c'est que les Latins, on a la créativité et l'habileté pour aller dans ces pays et pour se mettre d'accord, c'est de comprendre l'autre. Donc, humanité également dans ce développement. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, mon dernier souhait, et j'en aurai terminé, c'est que par rapport aux positions actuelles, et on l'a vu tout à l'heure, elles proviennent parfois de monopoles et autres, n'ayez pas peur de l'ouverture, n'ayez pas peur d'aller à l'extérieur, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif, toujours quelque chose à prendre. Et puis je souhaite que les positions qu'on est amené à prendre, dans un pays ou dans un autre, ne soient pas ce que nous appelons sur un plan militaire un combat retardateur, c'est-à-dire tenir des principes que l'on veut garder le plus longtemps possible, mais plutôt mettons en place et travaillons une stratégie qui soit différente, offensive, et qu'elle soit partagée sur le plan européen. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Pierre. Petit pays, grand laboratoire et grandes idées. Donc merci de votre contribution. On va laisser la place à un autre pays francophone pour Kachil Kassar, président de la Fédération belge. Nous présente effectivement un modèle de partenariat plus récent entre la France et la Belgique et les bénéfices que son pays en a tirés et les espoirs de développement qu'il espère avoir à l'avenir. Merci de m'avoir invité à votre table ici. Voilà, je vais peut-être me présenter. Je suis président de la Fédération belge depuis 16 ans. Je suis devenu président de la Fédération belge en période de crise, donc dans une période pendant laquelle les montants des paris ont fondu comme neige au soleil. Et nous avons tenu à bras-le-corps le secteur hippique simplement avec les moyens du bord et nous avons restructuré dans un système un peu d'amateur, mais nous avons restructuré l'entièreté de la filière belge. D'autre part, je suis un éleveur, donc comme la plupart d'entre nous, et j'avais une formation purement économique, donc et dans le domaine des assurances et des sciences actuarielles. Donc, je suis arrivé à la tête de la fédération simplement parce que nous étions en période de crise, que finalement, dans le secteur, il y avait plus grand monde qui voulait reprendre le flambeau. J'explique en 2 mots la situation dans laquelle nous étions dans les années 70-80. Les paris hippiques se comportaient très bien en Belgique. Nous avions un chiffre d'affaires sur les courses belges de plus de 100 millions d'euros de l'époque, donc ce qui est quand même relativement important par rapport à la population de 10 millions d'habitants. Et dans les années 2000, nous sommes tombés à un chiffre d'affaires inférieur à 2 500 000 euros par an sur les courses belges. Pendant cette même période, le développement des paris hippiques sur les courses étrangères, donc sur les courses françaises principalement, s'est maintenu. Le chiffre d'affaires, si je prends les années 70, était à peu près équivalent entre les enjeux sur les courses françaises et les enjeux sur les courses belges. Et après une 15-20 années, le chiffre d'affaires sur les courses françaises s'était maintenu. Et il s'était maintenu pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'il y a une similitude de langage, comme en Suisse, où la partie francophone du pays recevait les informations des enjeux des courses françaises, ce qui a permis de maintenir le chiffre d'affaires. Mais ce chiffre d'affaires maintenu en Belgique sur les courses françaises ne rapportait rien à personne. C'était une prise de pari en système de bookmaking, et tant la filière française que la filière belge ne tiraient aucun profit de ces paris. Ces paris étaient autorisés en Belgique, de par la législation belge, et ne généraient aucun return pour aucune des filières.
grâce à différentes interventions au niveau politique et grâce au support très important que nous avons eu de la part de M. Kratzer, président de l'UET, et de l'EPMA, l'Association internationale des paris mutuels, nous sommes parvenus à faire changer la loi belge en 2010. Avant 2010, le pari mutuel sur les courses étrangères était simplement interdit en Belgique, ce qui explique que le retour à la filière, tant française que belge, n'était pas institutionnalisé par la législation et que le retour était nul. Grâce au changement de loi de 2010, pour lequel nous avons milité, mais pour lequel nous avons eu besoin d'un apport extérieur, du CNOR, des institutions européennes, pour faire changer la législation, depuis ce moment, le pari mutuel sur les courses étrangères a été permis. Et ce pari mutuel sur les courses étrangères a été permis grâce à une disposition légale qui nécessite pour n'importe quel opérateur d'avoir l'aval de la filière pour pouvoir prendre ses paris en système mutuel sur les courses étrangères. Donc depuis 2010, une nouvelle ère s'est ouverte et le plus gros opérateur belge, qui est Ladbrokes, donc qui est une filiale de Ladbrokes Angleterre, s'est finalement converti au système mutuel. C'est un exemple très important. Ladbrokes réalise un chiffre d'affaires en Belgique d'environ 150 millions d'euros par an, dont à 90% sur les paris hippiques. Et cette grosse institution a basculé depuis le début 2012 dans le système du pari mutuel. Et croyez-le bien, ce n'est pas vraiment un hasard. C'est vrai qu'il y a eu des dispositions légales qui les ont poussés à le faire, mais aussi des conditions financières. Autrefois, ils prenaient un risque en prenant les paris sur les courses françaises. C'était un pari un peu hybride où ils prenaient les paris en système bookmaking, mais en promettant le résultat final du PMU français. Donc c'était un système hybride, mais dans lequel ils prenaient un risque. Et s'ils ont passé le cap de passer au système mutuel, c'est pour des raisons économiques, la suppression du risque, mais aussi grâce au peu de prétention de la filière belge. J'entends depuis ce matin, j'entends parler de pourcentage, de return pour la filière, etc. Croyez-le bien, en tant que représentant de la Fédération belge, je milite pour avoir un maximum de return en pourcentage, et surtout en masse totale. Mais la faisabilité du pari mutuel en Belgique en concurrence avec le pari bookmaking, qui est toujours permis, n'a été possible, et le gros opérateur n'a basculé que grâce à la faible hauteur de nos prétentions. Voilà un petit peu le résumé de la situation en Belgique. Comme en Suisse, c'est un pays où il y a plusieurs communautés. Nous avons une communauté germanique qui parle le néerlandais, mais qui est une langue germanique. Un peu comme en Suisse, ils sont plus travailleurs, ils ont plus d'argent, ils jouent un peu moins. Et donc, on a une situation fort semblable. La différence fondamentale qui existe avec la Suisse, c'est que la Suisse est un chantier qui est parti de rien. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de paris en Suisse sur les courses, ou pratiquement nul. Par contre, en Belgique, on a un passé, un historique très favorable aux paris hippiques. Hein, tout le monde se souvient du Grand Prix d'hiver in illo tempore sur l'hippodrome de Sterbeek. Donc, voilà la situation, le redressement que nous avons pu vivre en Belgique grâce à cet accord entre le PMU français et la filière belge, et grâce à cet accord entre le PMU français, la filière belge et le plus gros opérateur belge, et aussi grâce évidemment à la modification législative. Cette modification législative a également subi une modification au niveau du taux de taxation. J'entendais beaucoup parler des taux de taxation ce matin. Beaucoup de pays ont un taux de taxation relativement prohibitif. Et si je vais prendre l'exemple du pari simple en France, le prélèvement brut sur les enjeux simples est de 13,7%. Il est évident que si on exige de l'opérateur un return vers la filière de 8 et une taxe de 7,5, personne ne saurait prendre un pari. Donc en Belgique, aussi en 2010, c'était une année de prédilection, le taux de taxation a fortement diminué. Et au lieu d'avoir un taux de taxation sur la mise, nous avons
eu un taux de taxation sur la marge. Mais ce taux de taxation, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, n'est pas du tout dû à la difficulté des paris hippiques. Il a été dû à la difficulté de l'ensemble des paris, et notamment des paris sportifs. Donc les opérateurs étaient en difficulté, ils étaient confrontés comme partout avec des opérateurs qui avaient leur site offshore, etc., et qui venaient concurrencer le pari local. Et finalement, le gouvernement belge a décidé de baisser le taux de taxation. Et actuellement, nous avons un taux de taxation de 15% sur la marge, ce qui représente, en ce qui nous concerne pour les paris hippiques, environ 4% sur les mises. Voilà l'évolution légale qui a permis un redressement de la filière hippique. Maintenant, dans tout le cadre des accords que nous avons avec la France, nous avons un double accord. Nous produisons également, tout comme la Suisse, des courses pour le PMU français. Nous en assurons le maximum de rigueur et nous avons le soutien pour l'organisation de ces courses de certains techniciens français, tant du côté de France Gallo que de la Société du cheval français. Ça nous a permis, grâce à notre grand nombre d'amateurs qui existent en Belgique, nous avons encore une assiette relativement large en ce qui concerne les courses au trot. Malheureusement, au galop, le nombre de propriétaires, d'entraîneurs et d'éleveurs était devenu vraiment dérisoire. Et le redressement des courses de galop ne suit pas le même cours que le redressement des courses de trot en Belgique, faute d'éléments de base. On ne saurait pas organiser de courses sans chevaux, sans entraîneurs, etc. Au trot, on est parvenu à réorganiser l'ensemble de la filière pendant ces 10 années de pénurie. Malgré les difficultés économiques, nous avons été très exigeants quant au contrôle antidoping, quant au règlement de participation aux courses, etc. Ça nous a permis d'avoir une offre de courses appréciée par le turfiste français parce qu'elle est simplement sérieuse. Voilà la situation pour l'exportation des courses belges vers la France. Et nous avons l'autre volet qui est la prise de paris en Belgique sur les courses françaises principalement, mais les autres courses également, qui sont suisses ou espagnoles, etc., qui génèrent une rétribution tant pour la filière belge que pour la filière française. En termes de taux de rétribution, on peut dire que la moyenne sur l'année 2012 est grosso modo de 4% pour les filières, je parle d'une rétribution nette, de 0,8 pour la filière belge et d'environ 3,2 pour les filières productrices de l'événement, qu'elles soient suisses ou françaises ou espagnoles. Voilà en termes de taux ce que nous avons comme situation. Maintenant, au niveau du développement de nos courses, du développement de notre image, je voudrais simplement ajouter une petite chose à tout ce qui s'est dit ce matin qui était très intéressant. Je pense que si nous retournons une vingtaine d'années auparavant, nous nous promenions dans la rue, que ce soit à Stockholm, que ce soit à Paris, tout le monde connaissait Ourasi. Aujourd'hui, vous vous promenez à Paris, tout le monde connaît Messi, tout le monde connaît Ronaldo, tout le monde connaît Ribéry, tout le monde connaît Nadal, personne ne connaît Reddy Cash. Ça, c'est un gros problème. Je pense que, autant en termes de paris, on s'est concentré sur la niche des parieurs, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est très bien, ça nous a permis un développement assez important des mises, mais on a quelque part un petit peu oublié l'image de nos courses et les courses développées dans le grand public. Et nos ressources de parieurs, qu'on le veuille ou non, elle viendra toujours du grand public. C'est toujours quelqu'un qui est contacté dans le grand public qui va devenir un parieur. Et si nous ne nous en occupons pas, il deviendra un parieur sportif et pas un parieur hippique. Et là, je pense que nous devons tous faire un effort au niveau des médias pour essayer de médiatiser nos sportifs, qu'ils soient humains, nos jockeys ou nos chevaux, afin de finalement réhabituer le grand public à l'idée des courses et au fonctionnement des courses. Voilà simplement mon souhait. Merci. Merci Achille. Je pense que vous avez tous faim, que les travaux donc, de cette matinée sont terminés. Cet après-midi, vous travaillerez en commission. Achille Cassard
D'accord. Achille Cassard a lancé, a introduit le thème des tables rondes de demain, puisque demain on parlera images des courses et également technologie et tout ce que aujourd'hui les outils modernes peuvent permettre pour améliorer les paris. Il nous reste, me dit-on, à peu près 5 à 10 minutes, si vous voulez, 10 minutes, si vous voulez poser des questions à l'un ou à chacun de nos orateurs. Voilà, vous avez la parole. Moi, je vais poser la question à la Suède. J'ai été très sensible à ce qui a été dit, mais je n'ai pas entendu de réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certainement beaucoup de choses à faire, mais que doit-on faire pour arriver à améliorer la situation ? Yes, now you give me the opportunity to say something that I forgot to say. So thank you for that. But I'm from the TV industry, and I was talking a little bit about the formats as such. And if we see these three clusters of customers, I really would like to steal something from Norway here. And if we see our TV program, because Atle was the one telling me this, and I like this analogy very much, is that for these guys, it is fine to serve our TV program, and if we see it as a dish, the beef could be trotting, the sauce could be trotting, the red wine could be trotting, and the potato could be trotting. For these guys, if they should be interested in watching our TV programs, perhaps the beef could be trotting. The red wine need to be something completely different. The sauce need to be something completely different. Still entertainment and perhaps excitement as well. But it needs to be something different. And when we talk to these guys, out of an hour of television, maximum 3 minutes could be trotting. And it needs to be very, very good 3 minutes. So relating to the dish, the beef couldn't be trotting here. Neither the sauce nor the red wine. The trotting could be like salt and pepper, if we would like them to be interested. During the years, they will accept the beef as, and they will hopefully at the end of the day accept the full dish to be trotting. But to start with, we need to serve them salt and pepper. Does that give you some kind of... D'autres délégués qui voudraient prendre la parole? Michael Taranto from Australia, also for you, Hass. You talked about moving your focus to the 1.85 million uneducated people you want to involve in trotting. Going to be a very interesting balancing act to balance that against what is a natural attrition at your very informative end, and not alienating the people that remain in the very informative end, because I'm sure, like in Australia, they form the basis of your punters. Yes, I hope I understood your questions. If not, you will ask it again. But I agree, it's a balancing act, because these guys, even though they are only 150,000, they stand for a vast majority of my turnover today. So it's a balancing act of treating them well, serving them the full dinner of trotting, while also doing this trick
and being really careful with your brand, so you're not everywhere and you're not focused enough as a brand. So it's a balancing trick. I very much agree, but I'm fully convinced it could be done. Avez-vous d'autres questions? No question? Bon, on vous souhaite bon appétit. Je passe la parole à Guillaume. Et à demain matin en ce qui me concerne. Merci beaucoup François, merci beaucoup messieurs pour vos différentes interventions. Je voudrais vous rappeler que les commissions vont se réunir à partir de 14h30. Je voudrais juste vous faire un rappel des salles pour ces différentes commissions, puisqu'il y a eu des changements par rapport à hier après-midi. La première commission, qui est celle de la Constitution, aura lieu dans la salle Pasadenas 2, qui se trouve au niveau -1 de l'hôtel. Pour la commission santé, équine et intégrité, qui a rencontré un vif succès hier après-midi, nous avons changé de salle puisqu'il y a beaucoup plus de monde. Elle aura lieu dans la salle Pasadenas 1, également au niveau -1. La commission marketing et communication aura toujours lieu dans cette salle de conférence. Et puis les commissions à 16h, élevage, salle Pasadenas 1, juste après celle de la santé équine. Et puis enfin, celle consacrée aux courses et paris aura lieu comme hier après-midi dans la salle San Diego, qui est juste en face la salle de conférence au même niveau. Voilà, je vous rappelle que le départ ce soir sera 19h30 dans le lobby de l'hôtel. Merci à tous de votre attention et puis je vous souhaite un bon appétit.